Bonjour tout le monde, bon après-midi. Bonjour François, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous laisse entre bonnes mains. Donc si je pense que la période va super bien aller, si vous avez des questions, François va être là pour vous répondre à vos questions. Avant de vous lancer dans le laboratoire, je veux revoir des petites choses avec vous, juste pour être sûr que vous soyez vraiment allumés et que tout soit clair jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu dans le contenu du cours. Donc ici, je vais commencer avec les points les plus importants. Aujourd'hui, on parle de calorimétrie. C'est le sujet qu'on utilise, qu'on est en train d'aborder depuis le début de notre thématique, de notre chapitre 4 et 5. Calorimétrie, ben, provient de métrie qui veut dire mesure, calorie qui veut dire l'énergie, donc c'est la mesure de l'énergie. Notre chapitre, c'est la thermodynamique. Thermodynamique, c'est le déplacement, dynamique, déplacement. Thermo, ça veut dire de la chaleur, donc déplacement de la chaleur, la thermodynamique. Ben, la calorimétrie, c'est la mesure de l'énergie. Donc, on a vu deux mesures de l'énergie. On a vu Q, puis on a vu delta H. Ici, c'est deux choses qui sont super importantes. Le Q qu'on a vu, c'est la chaleur absorbée par l'eau. Donc ça, c'est super important. À chaque fois que vous allez voir Q, dans notre cas, okay, parce que la majorité des réactions qu'on va faire sont en mode solution, sont en solution. Donc, l'énergie qui va être dégagée par ma réaction chimique va être absorbée par l'eau, ou l'énergie qui est absorbée par ma réaction chimique provient de l'eau. Donc, à ce moment-là, Q, quand on va le voir, quand on va l'utiliser, c'est quand ça va être mesuré avec de l'eau. Donc, une réaction en solution. Donc, ici, on va avoir Q est égal à MC delta T. M, ben, ça va être la masse d'eau. C, c'est la capacité thermique massique de l'eau. Et delta T, c'est la variation de température de l'eau. Quand on parle de delta H, ben, delta H, c'est l'énergie pour ma réaction chimique. Fait que ça, c'est super important. Quand on parle de delta H, c'est lorsque mes réactifs se transforment en produits, ben ça, c'est l'énergie qui va être libérée par ma réaction. Et delta H, ben, ce qu'il faut comprendre, c'est que si delta H, mettons, j'ai une réaction qui est exothermique. Mais exothermique, ça veut dire que mon équation ma réaction chimique a libéré de l'énergie. Donc, son enthalpie, son énergie a diminué parce qu'il y avait de l'énergie à l'intérieur et ils l'ont relâché vers l'extérieur, réaction exothermique. Donc, la variation d'enthalpie est négative, son énergie diminue. Mais là, l'énergie que ma réaction a perdue, elle va où? Ben, elle va dans le milieu et c'est l'eau qui va l'attraper. C'est l'eau qui va recevoir cette énergie-là. Donc, à ce moment-là, la chaleur de l'eau qui est Q va être positive, va augmenter, et la variation de température va aussi augmenter, va être positive. Si au contraire, on a une réaction qui est endothermique, bien, lors d'une réaction endothermique, ça veut dire que mes espèces chimiques qui sont impliquées dans ma réaction, lorsque mes réactifs se transforment en produits, bien, ils vont absorber de la chaleur, ils vont absorber de l'énergie. Donc, mon delta H, qui est l'énergie interne de mes particules, ben, va augmenter. Sauf que cette énergie-là qu'ils ont absorbée, elle provient de où? Ben, elle provient de l'eau qui est autour d'elle. Donc, le Q de l'eau, il va diminuer, il va être négatif, et le delta T, qui est la variation de température, va ici être négatif. Et ça, c'est vraiment la base qu'il faut comprendre. Que dans le fond, Q est égal à moins delta H. On est dans un milieu où on considère qu'il n'y a pas de perte, et donc on est dans un milieu idéal. Fait qu'à ce moment-là, toute l'énergie qui va être absorbée par l'eau provient de ma réaction chimique. Toute l'énergie qui a été absorbée par ma réaction chimique provient de l'eau. Sauf qu'il y en a un qui est absorbé, l'autre est dégagé. Il y en a un qui est absorbé, l'autre est dégagé. C'est pour ça que le symbole, est inverse, négatif. Aussi, autre petite chose qui est importante, quand on fait Q égale MC delta T, le Q qui est ma chaleur va être en joules, tandis que quand on utilise delta H, généralement, delta H va être exprimé en kilojoules. Fait que ça, c'est une petite chose qu'il faut savoir, là, faire la conversion de l'un à l'autre. Fait que ça, c'est la base de ce qu'on a vu. Maintenant, il faut l'appliquer à deux concepts qui sont importants, soit la chaleur molaire et la chaleur massique.
On en a parlé au dernier cours, c'est quelque chose qui est super important et vous devez savoir c'est quoi que ça veut dire les deux. Et les grandes définitions, j'aime un peu moins ça, il faut que ça soit intuitif pour vous. Fait que chaleur molaire, c'est la chaleur c'est l'énergie pour une mole, tandis que si on parle de chaleur massique, on va parler de l'énergie pour un gramme. Donc ça ici, là, c'est deux concepts qu'on doit être capable de calculer. Et une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, bien, c'est un simple produit croisé qu'on va démontrer tantôt avec deux exercices que je vais faire avec vous avant que vous sautiez dans le laboratoire. Donc, je vais effacer mon tableau. Pendant que j'efface mon tableau, je vous demande de sortir votre document de travail, d'aller à la page 13 dans votre document de travail. On va regarder le numéro, le dernier numéro en bas avec le nitrate de potassium. Bon, donc ici, le numéro à la page 13 dit « Vous dissolvez 5 grammes de nitrate de potassium KNO3 dans 250 ml d'eau dont la température initiale est de 22 degrés Celsius. Sachant que la dissolution du KNO3 absorbe 34 kJ par mol, quelle sera la température finale de la solution? » Donc ici, dans ce genre de problème, on fait un peu comme avec notre stoichiométrie. On va avoir au centre notre transformation pour passer de l'énergie de nos réactifs, de notre espèce chimique, à l'énergie de l'eau. Fait qu'ici, au centre, on a Q est égal à moins delta H. D'un côté, on va avoir delta H, et de l'autre côté, on va avoir Q, soit l'eau. Fait qu'ici, vous dissolvez 5 grammes de nitrate de potassium. Bien, la masse du KNO3 est égale à 5 grammes. Dans 250 ml d'eau. Bien là, ici, mon volume d'eau, c'est 250 ml. Et là, on a dit que pour simplifier nos calculs, on va faire l'approximation que c'est juste de l'eau que j'ai dans mon calorimètre et donc que toute l'énergie va être absorbée par l'eau et que la masse d'eau va être égale à son volume, ce qui veut dire 250 grammes d'eau. Donc, le volume devient un peu superflu. Ensuite, je vous dis la température initiale est de 22 degrés Celsius. Température initiale, 22 degrés Celsius. Sachant que la dissolution du KNO3 absorbe 34 kJ par mol. Mais ça veut dire que mon delta H, c'est plus 34 kJ par mol. Et je vous demande, c'est quoi la température finale de l'eau? Ça, c'est ma question. Fait que ici, il faut que je parte de mon côté, que j'ai de l'information, et que je me transforme de l'autre côté pour pouvoir trouver ma température finale en utilisant la formule Q égale MC delta T. Donc, je regarde dans mes réactifs, mes espèces chimiques. J'ai delta H est égal à plus 34 kJ par mol. Il y en a qui auraient le réflexe de prendre mon plus 34 kJ, le mettre tout de suite dans mon Q égale moins delta H. Mais il faut que je me pose la question, est-ce que j'ai une mole? La réponse, c'est non. Je n'ai pas une mole, j'ai 5 grammes. Fait qu'à ce moment-là, je m'en vais voir dans mon tableau périodique. La masse molaire du KNO3, mais ça, c'est égal à 101,11 grammes par mol. Fait que ça, c'est la masse molaire. Fait que si je vais faire la formule, N est égal à M sur M, ce qui veut dire que 5 grammes divisé par 101,11 grammes par mol va me donner mon nombre de moles. Et c'est 0,049 moles qu'on obtient. Donc, si je n'ai pas une mole, j'ai 0,049 moles. Et qu'à ce moment-là, je vais faire mon petit produit croisé qui me dit que j'ai plus 34 kJ pour une mole, mais moi, j'ai 0,049 moles, et que ça va me donner quelle quantité de kilojoules. Je fais mon produit croisé et j'obtiens plus 1,68 kJ. Je peux tout de suite le transformer en joules, sachant que ça va être important. Ça me fait 1680 joules. Fait que ça, c'est mon delta H. Ça, c'est l'énergie dégagée par ma réaction chimique, qui est la dissolution du KNO3. Bien là, moi, je vais utiliser Q est égal à moins delta H. Donc, Q va être égal à moins 1680 joules. L'énergie absorbée par ma réaction a été dégagée par mon eau. Donc là, mon Q, c'est moins 1680.
Fait que je peux appliquer ma formule Q est égal à MC delta T. Q, c'est moins 1680. M, c'est 250 grammes. C, c'est 4,19. Et delta T, c'est ce que je cherche. Donc, à ce moment-là, j'isole delta T. Ça me fait moins 1680 divisé par 250 fois 4,19. Et ça va me donner un delta T qui est égal à moins 1,6 degrés Celsius. Donc, ma réaction chimique pour se dissoudre a absorbé de l'énergie. Elle a absorbé plus 1680 joules. Donc, l'eau a dégagé 1680 joules. Elle a perdu 1680 joules. Donc, sa température a baissé de 1,6 degrés Celsius. Donc, la température finale, je vais faire 22 moins 1,6 et ça va me donner 20,4 degrés Celsius, ma réponse. Fait que ça ici, c'est la réponse que je cherche pour la page 13, dernier numéro. Fait que ce numéro-là, super important, il faut être capable de le faire. Ça fait un bon résumé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, tout ce que vous avez découvert. Vous pouvez prendre 2 secondes. François peut faire pause si nécessaire, s'il y en a qui ont besoin de prendre ça en note. Sinon, on va aller à la page 19, le numéro du milieu, qui va être super important aussi à comprendre. Fait que ici, j'efface mon tableau et on fait ça. OK, donc, numéro 19, on a un problème. Quelle sera l'énergie dégagée lors de la réduction d'oxyde de fer par 11,6 g d'aluminium métallique? L'équation thermique de la réaction est Fe2O3 solide plus 2Al solide se transforme en 2 Fe solide plus Al2O3 solide plus 795 kJ. Donc là, je ne l'ai pas marqué au tableau, vous l'avez dans votre document. Je sais qu'en la disant, ça peut être compliqué à comprendre. Ici, c'est quoi l'important qu'il faut savoir? Ben, j'ai une donnée. J'ai une donnée, la masse, c'est 11,6 g d'aluminium. J'ai 11,6 g d'aluminium. OK, ben je regarde dans mon équation stoichiométrique parce que c'est l'autre information que j'ai. Dans mon équation stoichiométrique, il est marqué que 2 moles d'aluminium, OK, 2 Al solide, ben ça va produire 795 kJ. C'est ça que mon équation stoichiométrique me dit. J'enlève tout le reste qui n'est pas utile, je garde mon aluminium, je garde mon énergie. 2 moles d'aluminium se transforment en 795 kJ. Comme c'est une réaction qui est exothermique, on peut mettre notre moins, mais ça, on va en parler un petit peu plus tard lorsqu'on va parler des équations thermiques. Mais là, je suis en mol. Ici, j'ai des grammes. Fait qu'il faut faire notre conversion. Fait que la masse molaire de l'aluminium, c'est 26,98 grammes par mol. On regarde dans notre tableau périodique. Donc, le nombre de moles, c'est 11,6 grammes divisé par 26,98 grammes par mol. Et ça va me donner un nombre de moles qui est 0,43 moles d'aluminium. Il faut savoir ce qu'on fait. Fait que c'est 0,43 moles d'aluminium. Je vais le mettre tout simplement ici. 0,43 moles d'aluminium va se transformer en quelle quantité de kilojoules. Et là, j'ai tout simplement un petit produit croisé. Fait que je vais faire moins 795 fois 0,43 divisé par 2. Et je vais obtenir moins 170,9 kilojoules. Et ça, c'est notre réponse. Et ça, c'est l'énergie qui va être absorbée pour réduire l'oxyde de fer avec 11,6 g d'aluminium. Fait ça, super important. Il faut comprendre comment transformer mes grammes en mol et mettre ça dans mon équation thermique. Fait que là, il me reste à vous donner 2-3 petits détails pour le laboratoire que vous allez faire dans quelques instants. Je l'ai déjà expliqué, fait que je ne vais pas le réexpliquer, mais je veux juste donner 3 petits détails qui sont importants. Il me semble que c'est 3. OK. Donc, premier petit détail qui est important, vous devez faire les 5 petites réactions que vous avez à faire. On rince notre matériel entre chacun des essais. Pour le deuxième essai, vous allez utiliser le NaOH qui est en pastille. Et je vous rappelle que le NaOH en pastille, c'est une base forte. Si vous la manipulez avec vos mains, comme je vous expliqué au dernier cours, ça va transformer le sébum
en savon. Ça peut avoir une texture amusante au début, mais après ça, ça va s'attaquer à votre peau, chose qui est un petit peu moins le fun. Donc, si vous renversez du NaOH en pastille sur vos mains, à ce moment-là, on ramasse le tout et on va se laver les mains à l'eau. Ça va être mieux pour vous. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, dans l'expérience numéro 4, il est marqué, c'est important, là, que vous notez la température le plus rapidement possible. Fait que vous allez avoir votre liquide, vous allez mettre votre soluté à l'intérieur et ça va prendre quelques instants, la température va commencer à changer. Sauf qu'il y a une réaction secondaire qui va se produire et la température va changer dans l'autre sens. Donc, à ce moment-là, mais je ne vais pas vous donner la réponse, vous allez noter la température la plus basse ou la plus haute qu'on va atteindre avant que ça change de bord et ça va vous permettre de dire si c'est endothermique ou exothermique. Après ça, la dernière étape, c'est pas une réaction dans le calorimètre. Vous allez prendre votre thermomètre, vous allez prendre le bout rouge du thermomètre. Vous avez une petite feuille de gaz, qui est un genre de bandage, que vous allez mettre autour du bout rouge. Vous allez prendre un petit élastique pour l'attacher autour du bout rouge. Et après ça, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous prenez le méthanol, vous allez imbiber le gaz de méthanol, puis vous allez tenir votre thermomètre dans les airs pendant 1 minute. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Bien, le méthanol, qui est un alcool assez volatile, va commencer à se vaporiser et la température sur le thermomètre va changer et vous notez la température la plus haute ou la plus basse qu'on obtient. Et avec ça, bien, vous allez avoir eu vos 5 réactions et vous allez pouvoir répondre à la question, est-ce qu'on peut affirmer qu'une réaction est endothermique ou exothermique juste en sachant son type de réaction, si c'est une dissolution, une neutralisation acido-basique, une vaporisation, une synthèse, une décomposition, peu importe la réaction. Est-ce que, sachant le type de réaction, je peux dire si c'est endo ou exo, ou s'il faut que je fasse autre chose? Ça, c'est la question. Donc, sur ce, bon laboratoire, on se revoit la semaine prochaine. Salut la gang!